Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous nous intéressons toujours aux lois statistiques, et après avoir vu la loi binomiale qui était une loi à valeur discrète, nous allons voir la première loi de valeur continue. Alors quelle est la différence entre les deux? En fait, tout simplement, les lois de valeur discrète sont des lois qui permettent d'arriver sur des valeurs, un nombre de valeurs finies dans leur univers. C'est-à-dire par exemple que quand vous jetez un dé 6 par exemple, eh bien vous avez que 6 possibilités, soit vous tombez sur le 1, soit vous tombez sur le 2, soit vous tombez sur le 3. Un autre exemple de loi discrète pourrait être par exemple un petit jeu où vous jouez à 2 et vous demandez à un ami de choisir un nombre au hasard entre 1 et 10. C'est sous-entendu qu'il va choisir que les nombres entiers, on est bien d'accord. Eh bien par exemple, il a autant de chances de choisir n'importe quel nombre de 1 à 10. Et les issues possibles de son choix sont en nombre fini, elles sont au nombre de 10, c'est les différents nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc maintenant on va passer dans les lois à valeur continue. Eh bien si on reprend l'exemple de la personne avec qui vous jouez et que vous demandez un nombre de 1 à 10, imaginons que vous corsiez un petit peu le jeu et que vous lui demandez n'importe quel nombre réel entre 1 et 10. Chacun des nombres réels a la même possibilité de sortir qu'un autre nombre réel. Il aurait de toute façon tout d'un coup le droit de choisir 5,7512. Ok. Donc là, cette fois-ci, vous n'avez plus chaque nombre qui est représenté, mais vous avez tous les nombres qui sont, même entre les nombres entiers, qui sont représentés. Donc en fait, on a la couverture de tous les nombres, et donc on a une infinité de possibilités. Naturellement, personne ne jouerait à ce genre de jeu, puisqu'en fait, ça serait beaucoup trop long pour trouver une solution. Donc nous allons voir comment se définit la loi normale, la loi uniforme qui est la loi finalement qui est la plus simple pour les variables continues. Et on va voir que les propriétés qu'on va mettre en lumière sur la loi uniforme vont finalement se retrouver dans d'autres lois continues, comme la loi normale par exemple, et on va pouvoir utiliser ces propriétés-là pour construire des lois beaucoup plus complexes. Je vous propose donc de découvrir la loi uniforme, d'en discuter un petit peu et de voir quels en sont les paramètres. Donc si on prend la définition théorique de la loi uniforme, cette définition nous dit que les lois uniformes continues forment une famille de probabilités à densité caractérisée par le fait que tous les intervalles de même longueur inclus dans le support de la loi ont la même probabilité. Alors les définitions sont toujours un petit peu compliquées, c'est pour ça que j'aime bien les illustrer avec un exemple. Ce qu'il faut retenir ici, tout simplement, c'est que on est sur un intervalle de données et que chaque individu qui correspond à cet intervalle a la même probabilité d'être choisi que n'importe quel autre nombre du même intervalle. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de choisir d'un nombre de 1 à 10 et que j'avais permis de choisir tous les réels, eh bien en fait on aurait une infinité de solutions, et chacun des nombres en fait aurait eu la même probabilité qu'un autre nombre d'être choisi, si vraiment on avait vraiment une fonction aléatoire. Donc si on parle de densité de probabilité de la loi uniforme continue, est une fonction qui porte sur l'intervalle A, B. Effectivement, une loi uniforme est toujours définie sur un intervalle. Donc on a une valeur minimum A et une valeur maximum B. Donc là, l'intervalle, on a les crochets qui sont mis de telle façon à ce que A et B soient inclus. Et donc la fonction de répartition, là-dessus, eh bien en fait, elle vaut 0 si on n'est pas dans l'intervalle AB, et elle vaut 1 sur B moins A lorsque la probabilité se trouve entre l'intervalle A et B. Alors on va expliquer ces chiffres simplement au travers d'un graphique. On va essayer de créer nous-mêmes comment représenter finalement la loi uniforme graphiquement, et on va rapidement comprendre d'où sortent ces différents chiffres. On va donc tracer la densité de probabilité représentée par une fonction qui porte sur l'intervalle de 5. On va commencer par tracer un repère orthonormé et on va placer sur l'axe des abscisses les valeurs 2 et 5. Alors je vais faire ça en Paint. Donc je vais tracer mon repère orthonormé. Alors, je suis sous Paint, donc j'ai pas une super précision, mais je vais faire à peu près, je vais faire au mieux. Là, je suis à 0, je suis à 1, je suis à 2, 3, 4, 5, 5, 6, et je vais encore en faire aller jusqu'à 7. Voilà. Donc, on est en dessous, on est 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Je vais directement tracer mon axe des ordonnées. Je vais le faire partir de là. Voilà. Alors, que me dit mon énoncé? Je vais tracer la fonction, la loi uniforme qui est définie sur l'intervalle de 5. On va commencer par tracer un repère orthonormé et on va voir, sur ce repère orthonormé, on va placer sur l'axe des abscisses les valeurs 2 et 5 qui vont être la limite de mon intervalle. Donc on va tracer un rectangle d'air 1, puisqu'en fait, vous allez vous rendre compte que sur les lois de probabilité continue, en fait, l'espace qui est entre la fonction de répartition et l'axe des abscisses, en fait, va toujours correspondre, va toujours avoir une aire de 1. Parce qu'en fait, 1, c'est quoi? Et bien, ça correspond tout simplement à la somme des probabilités. On avait déjà vu dans la loi binomiale que quand on sommait toutes les probabilités, ou quand, par exemple, on lance un dé, et bien chaque face a une probabilité d'1 sixième de sortir, et quand on fait la somme des probabilités des 6 faces, et bien vous avez 6 fois 1 sixième, et vous retombez sur 1. La somme des probabilités vaut toujours 1. Et comme l'aire sous la fonction, entre la fonction et l'axe des abscisses, représente la somme des probabilités, et bien en fait, il faut que cette aire ait une valeur de 1, qu'elle représente 100% des individus. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on sait que cette fonction, elle est définie sur 2, 5. Et une fois qu'elle est sur 2, 5, on sait que l'aire du rectangle que l'on va devoir représenter est de 1, et bien on va déterminer la valeur k qui sera l'ordonnée des deux autres points du rectangle. Alors comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, je vais reprendre mon graphique, et je vais dire en fait que je vais prendre, alors je suis toujours là-dessus, je vais prendre une couleur bleue pour dire par exemple, eh bien je vais le faire sur 2, 5. Donc je vais mettre en bleu les valeurs 2, 5 sur lesquelles ma loi uniforme est définie. Ok, donc maintenant il faut que je trace ma fonction de répartition, et ma fonction de répartition, ce que me dit l'énoncé, c'est qu'il faut qu'à partir de cet intervalle 2, 5, j'arrive en fait à créer un rectangle qui a en fait une aire de 1. Alors comment je peux faire pour avoir une aire de 1? Pour l'instant, ce que j'ai, c'est que je sais que je suis défini sur l'intervalle 2, 5. Donc si je veux la longueur de mon rectangle, que je mets ici en rouge, si je veux ici la longueur... Non, je mets en rouge. Si je veux calculer la longueur de mon rectangle, en fait, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, ça. Puisque je sais que je suis défini sur 5, 2, la longueur, tout simplement, ça va être 5 moins 2, et ça va représenter 3 unités. Ok, donc il faut que je trace maintenant un rectangle qui a une aire de 1, et je sais qu'un des côtés vaut 3. Et bien tout simplement, ce qui me manque, c'est que j'ai ma longueur, je n'ai pas ma largeur pour l'instant, et je sais que l'aire doit valoir 1. Et donc dans ce cas-là, et bien tout simplement, j'isole L, et je sais que donc ma largeur dans ce cas-là vaut 1 tiers. Ok, si maintenant on voulait généraliser, c'est-à-dire que essayer de retrouver cette loi sur n'importe quel intervalle, imaginons cette fois-ci qu'au lieu que je sois sur l'intervalle de 5 comme je l'ai été jusqu'à maintenant, eh bien je me retrouve sur l'intervalle A, B. Et bien on va faire exactement la même chose. On va se dire que ma longueur de mon rectangle, tout simplement, c'est quoi? Eh bien c'est B moins A. C'est la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait fait 5 moins 2. Ok, donc là, j'ai par contre pas de valeur numérique, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je vais laisser B moins A. Et donc je sais que si je multiplie B moins A fois la largeur, je vais retrouver une aire de 1. Encore une fois, je vais essayer d'isoler ma largeur. Et ma largeur, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement 1 sur B moins A. Donc là, on a retrouvé finalement la fonction de répartition, ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que la fonction de répartition, elle est 1 sur B moins A pour x compris entre A et B, et 0 sinon. Ça aussi, on va rapidement le voir avec le tracé. Donc d'après ce que j'ai trouvé, sur mon intervalle de 5, en fait, la largeur, donc la hauteur finalement de mon rectangle, est de 1 tiers. Donc là, je vais récupérer, si là par exemple j'ai une valeur 1, je vais diviser cet intervalle en 3, plus petit,
Alors, on n'est pas tout à fait à l'échelle. Donc là, on va dire que j'ai 1. Donc ici, j'ai forcément 2 tiers. Et ici, j'ai forcément 1 tiers. Et donc, j'avais calculé que effectivement, la largeur de mon rectangle, elle doit être de 1 tiers, ici, pour que j'ai un rectangle d'R1. Et donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais tracer tout simplement 1 tiers en horizontal. Et je vais donc récupérer ici un rectangle qui va avoir une aire de 1. C'est-à-dire qu'il aura 1 tiers de hauteur et qu'il aura 3 de largeur, de longueur. Et donc 3 fois 1 tiers, on va retrouver une aire de 1. Et donc on aura représenté notre distribution uniforme. Et vous voyez qu'on retrouve effectivement ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit que pour x compris entre a et b, on a une fonction de répartition de 1 sur b moins a, ça on vient de le tracer. Et si on est inférieur à a ou qu'on est supérieur à b, on va se retrouver avec 0. Et ça, on le voit bien aussi sur ce graphique. Quand on est inférieur à 2, par exemple, la fonction de répartition, elle est à 0. Quand on est supérieur à 5, la fonction de répartition est à 0 également. Donc, la densité de probabilité, on vient de la tracer. On a bien mis en évidence les propriétés de la loi uniforme, c'est-à-dire qu'on est arrivé à tracer notre rectangle avec une aire de 1, et on l'a déduit en fonction de la largeur. Et donc on voit bien que la hauteur est en fonction de la largeur, puisque c'est l'aire en fait qui nous permet de faire le lien entre les deux. Donc l'aire de ce rectangle nous témoigne bien que chaque individu de l'intervalle a bien la même chance de se produire. On n'est pas dans le cas où on est dans une loi normale, par exemple en forme de cloche, où on voit bien que des événements n'ont pas tous la même probabilité de se produire, il y en a qui sont plus à même de voir le jour. Là, on est sur quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire on est sur quelque chose de très droit, ça veut dire que tous les individus qui sont dans l'intervalle ont vraiment la même chance de se produire. En ce qui concerne le calcul des probabilités, on sait maintenant que l'aire de la loi uniforme que nous venons de représenter, elle correspond à 100% des individus, ou elle correspond à une aire de 1. 1, ça correspond toujours à la somme des probabilités que l'on peut avoir. Donc, comme on a compris maintenant comment se définit la loi uniforme, on va s'intéresser à des calculs de probabilité. J'ai toujours ma loi uniforme qui est définie sur l'intervalle 2, 5, et je voudrais calculer maintenant quelle est la probabilité que si je choisis un individu au hasard dedans, que je choisis une valeur au hasard dans cet intervalle, eh bien la probabilité que cette valeur se trouve entre 2,5 et 4. Donc j'ai bien regardé, entre 2,5 c'est bien compris entre 2 et 5, et 4 c'est bien compris entre 2 et 5 également. Donc autrement dit, quelle est la probabilité que x soit compris entre 2,5 et 4 si jamais je prends un nombre au hasard dans cet intervalle? En fait, il suffit de calculer pour cela l'aire du rectangle ci-dessous. Alors comment j'ai trouvé ce rectangle? Eh bien tout simplement, je vois que la probabilité que x se trouve entre 2,5 et 4. Alors je reprends mon graphique, et je vais essayer de placer 2,5 et 4. Donc je vais prendre encore des couleurs que je n'ai pas pris pour l'instant. Je vais prendre à peu près 2,5, c'est à peu près la moitié de mon intervalle ici. Je vais arriver à peu près là. Et le 4 est déjà tracé, donc je vais le réutiliser. 2,5, 4. En fait, ce que je veux savoir, finalement, c'est que si je prends un individu au hasard, dans l'intervalle de 5, quelle est la probabilité qu'il se trouve dans l'intervalle 2,5, 4. Voilà un petit peu toute la question. Et donc de savoir, en fait, est-ce que finalement cet individu se trouve dans mon rectangle bleu que je viens de tracer. Ok, alors comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions? Alors, ce qu'on pourrait faire, effectivement, c'est de calculer la fonction de répartition. Donc là, si on calcule la fonction de répartition, on va basculer automatiquement sur une intégrale, puisque c'est effectivement l'aire entre la fonction de répartition et l'axe des abscisses que l'on veut calculer. Et donc, inévitablement, on va tomber sur une intégrale. Donc là, effectivement, on peut faire un calcul d'intégrale là-dessus. Ok. Est-ce que c'est vraiment... Alors, le calcul d'intégrale sur une loi uniforme, finalement, elle est assez facile, puisque la fonction de répartition, elle est indépendante de x. On a vu, en fait, la fonction de répartition, elle vaut 1 tiers, dans notre cas, toujours, et elle n'est pas en fonction de x. C'est une constante, elle vaut 1 tiers. Et donc, en fait, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple à intégrer. Soit,
on peut calculer complètement autre chose. On peut essayer de voir quel est le rapport entre l'aire du carré bleu, qui est ici, et le rapport entre eux et l'aire du carré vert. Et on aura la probabilité. Donc, on sait par exemple, je vais enlever ça, ce que l'on recherche en fait, c'est que quelle est la probabilité que x se trouve entre 2,5 et 4. Sachant que la probabilité pour que x se trouve entre 2 et 5, ça, elle vaut 1. Puisqu'en fait, c'est exactement là où est défini mon intervalle. Donc ça, je le calcule, c'est ça pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Alors je vais mettre inférieur ou égal, puisque j'avais mis que les bornes en fait étaient comprises. Ok, donc à partir de là, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un rapport entre les aires pour retrouver ma probabilité. Alors tout simplement, comment je peux faire ça? Eh bien, je vais déjà récupérer quelle est l'aire du carré vert, du rectangle vert. Eh bien, on l'a vu, on l'a calculé tout à l'heure, il avait une longueur de 3 et il avait une hauteur de 1 tiers. Donc, ce qui fait que son aire est de 1. Maintenant, quelle est l'aire du rectangle bleu? Eh bien, le rectangle bleu, si on regarde bien notre schéma, il est défini entre 2,5 et 4, et il a exactement la même hauteur que le rectangle vert. Ok. Donc, le rectangle bleu, qu'est-ce que c'est de toute façon? Eh bien, en longueur, on est à 4 moins 2,5, ça va donc faire 1,5, et on va le multiplier par 1 tiers. Et donc là, on va avoir une aire qui est de... On va multiplier ça, hop, 1,5, divisé par 3, et on obtient 0,5. Voilà, donc on a une aire de 0,5. Donc en fait, on a l'impression, par rapport à ce que l'on vient de voir, c'est que, en fait, l'aire du carré bleu est finalement la moitié de l'aire du carré vert. Et donc, si on fait le rapport entre les deux, en fait, si c'est la moitié de l'aire, tout simplement, ça veut dire que la probabilité que je suis entre 2 et 4, eh bien, elle va valoir 0,5. En fait, l'aire du carré bleu est exactement la moitié du carré vert. Donc si vous prenez un nombre au hasard, eh bien, il va avoir une chance sur 2 d'être dans le carré bleu. Et ça, on vient de le démontrer par calcul. Donc là, les calculs, c'est exactement comme ça. Je les ai refaits dans ce slide. Donc on arrive sur 0,5. Et on peut remarquer également que c'est le ratio de la longueur du rectangle sur... c'est le ratio des longueurs des deux rectangles. Alors là aussi, on peut reprendre nos calculs. On voit de toute façon que si je prends par exemple ce que je veux, pourquoi c'est l'aire, pourquoi est-ce que c'est quand je fais le ratio, je tombe sur le ratio des longueurs, tout simplement parce qu'en fait les deux rectangles ont la même hauteur. Et donc si je veux faire R du rectangle bleu, donc le ratio, combien représente le ratio entre l'aire du rectangle bleu et l'aire du rectangle vert, qu'est-ce que ça va valoir ce rapport? Eh bien je vais prendre ici l'aire du rectangle bleu, je vais d'abord prendre bleu, je vais le mettre entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et je vais diviser par l'aire du rectangle vert. Et immédiatement, quand on fait ce rapport-là, alors je vais le remettre en dessous, quand on fait ce rapport-là, on se rend compte d'une chose, c'est que comme la hauteur est la même, et bien tout simplement, je peux simplifier par la hauteur. Et si je simplifie par la hauteur, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste tout simplement le rapport entre les longueurs, et le rapport entre les longueurs me donne de nouveau 0,5. Donc vous voyez qu'il y a de multiples façons finalement de retrouver la probabilité pour que notre candidat, choisi au hasard, se retrouve finalement dans le rectangle bleu. Alors on peut encore généraliser un petit peu, parce que là effectivement on est vraiment parti sur des valeurs. Ça veut dire quoi qu'on a le rapport dans les valeurs? Eh bien tout simplement, on va imaginer, encore une fois, de prendre des valeurs
des valeurs complètement, comment dire, on va faire un cas général, donc cette fois-ci on ne va pas partir sur 2, 5, mais on va partir sur l'intervalle AB. Donc là je vais mettre l'intervalle AB, et je vais mettre, et je voudrais savoir en fait, quelle est la probabilité que X se trouve dans CD, alors sur une loi uniforme qui est définie sur AB. Donc là on va essayer de généraliser le cas. On va reprendre les calculs qu'on a fait ici. Alors ce qu'on veut, c'est que on a notre loi uniforme qui est définie sur AB. C'est exactement comme on a fait les calculs tout à l'heure, mais maintenant on va généraliser en utilisant plus des valeurs numériques, mais on va utiliser simplement des variables, des inconnus. Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quelle est la probabilité pour que X soit compris entre deux variables C, D. Donc c'est exactement le même calcul qu'avant, sauf que maintenant, en fait, on ne sait plus, on ne peut plus dire, en fait, on n'a plus de valeurs chiffrées. Donc on va réagir avec nos inconnus, comme on a réagi tout à l'heure avec des valeurs chiffrées, pour arriver à remettre en lumière la propriété. Alors on en était arrivé sur quoi? On était arrivé de dire que la probabilité pour que X soit entre C et D, tout simplement, c'était le rapport des longueurs. Alors le rapport des longueurs entre quoi et quoi? Alors c'était le rapport du rectangle bleu sur le rectangle vert. Donc c'est-à-dire, c'était le rapport entre l'intervalle où on cherche X et l'intervalle divisé par l'intervalle sur lequel la loi uniforme est définie. Alors comment est-ce qu'on calcule ce ratio? Eh bien tout simplement, c'est quoi la longueur de l'intervalle de recherche? Eh bien la longueur de l'intervalle de recherche, c'est tout simplement on prend la borne supérieure et on enlève la borne inférieure. Donc ça c'est la longueur de l'intervalle dans lequel je recherche la probabilité de X. Et ensuite il faut que je le divise par la longueur de l'intervalle sur lequel est définie la loi uniforme. Et quelle est la longueur de l'intervalle sur lequel est définie la loi uniforme? Et bien, je fais exactement pareil, je prends la borne supérieure de mon intervalle et j'en enlève la borne inférieure, b-1. Et ce rapport en fait va vous donner justement la probabilité que X est compris entre C et D pour une loi uniforme définie sur AB. Ok, donc on a déjà mis quelques propriétés en lumière. On avance bien sur la compréhension de cette loi uniforme. Alors la loi uniforme, elle possède, comme on l'a vu avec la loi binomiale, des indicateurs qui nous permettent de la codifier, de la comprendre un petit peu mieux. On a l'espérance, ou moyenne, on appelle ça souvent espérance ou moyenne, et on a naturellement, comme la loi binomiale aussi, la variance et l'écart type. Alors on va commencer par comprendre un petit peu cette notion d'espérance. Alors comme dans toutes les lois de probabilité, l'espérance c'est la valeur que l'on s'attend à trouver en moyenne quand on fait un grand nombre de recherches dans cet intervalle. C'est-à-dire que je vais chercher des nombres aléatoires entre 2 et 5, et si je fais la moyenne de tous les nombres que j'ai trouvés, quelle est la valeur que je m'attends à avoir? Alors, en fait, ça c'est une loi très simple, et on a bien compris que, intuitivement, l'espérance d'une loi uniforme pourrait être effectivement vers le milieu de l'intervalle. Si on choisit des valeurs, soit on peut les choisir au début, soit on choisit à la fin, mais quand on va faire une moyenne, en fait, on va intuitivement se dire qu'on va se retrouver au milieu de l'intervalle. Donc le milieu de l'intervalle, ça serait quoi? Eh bien, ça serait 5 plus 2, ça ferait 7, et 7 divisé par 2, ça ferait 7,5. Donc ça serait 3,5, le milieu de mon intervalle. On va voir quand même si cette intuition qu'on a eue maintenant, elle se vérifie par calcul. Et on va essayer de passer par la définition de l'espérance. Alors ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on s'est dit, par intuition, que la valeur moyenne choisie, elle pourrait être au milieu du rectangle. Et donc, on a calculé ici l'espérance en prenant A plus B sur 2. Et si on calcule l'espérance pour notre loi uniforme de 5, c'est ce qu'on vient de faire. A plus B, ça fait 2 plus 5, ça fait 7, divisé par 2, ça fait 7,5 ou 3,5. Et on s'aperçoit que 3,5, effectivement, est exactement au milieu de notre rectangle. Donc graphiquement, l'espérance est la valeur qui divise le rectangle représentant notre loi uniforme en deux. Est-ce que notre intuition a été bonne?
Et bien tout simplement, on va partir sur le calcul de l'espérance et on va voir si effectivement notre intuition se confirme. Alors on avait vu que quand on avait des lois à valeur discrète, quand on faisait comment est-ce qu'on retrouvait finalement l'espérance ou la moyenne, et bien tout simplement, on multipliait les valeurs obtenues par les différentes probabilités et on sommait tout ça pour récupérer finalement la valeur moyenne. On faisait la moyenne de tout ça. Comment ça marche? Par exemple, si je prends l'exemple d'un dé à 6 faces, les valeurs possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les probabilités pour chaque face sont de 1/6, donc là je les ai mis en valeur numérique. Et donc en fait, ici, on a donc ce qu'on appelle les XI, ici on a les PI, les probabilités, et donc on faisait le sommet, le produit ici de XI, PI. Donc on avait ça multiplié par ça, hop, voilà, on faisait ça, et on récupérait finalement l'espérance en faisant la moyenne, non, la somme, pardon, la somme de ça. Et on avait une espérance de 3,5. Ce qui, 3,5, se situe effectivement au milieu de l'intervalle, exactement ici. Donc effectivement, on a une valeur moyenne de 3,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on jette le dé plusieurs fois, qu'on récupère toutes les jets que l'on a reçus, et qu'on fait la moyenne de tous les jets qu'on a reçus, eh bien on va retomber sur une valeur qui est proche de 2,5, ce qui n'est pas surprenant, puisque ça a l'air d'être au milieu des valeurs que l'on peut obtenir avec un dé. Eh bien en fait, cette logique, elle est exactement la même quand on va calculer sur une loi uniforme. La seule différence, cette fois-ci, c'est qu'on n'est plus sur des valeurs finies, on n'a plus seulement 6 issues possibles, mais on a une infinité de solutions. On l'a vu, là on pourrait avoir des nombres vraiment réels à virgule qui vont très très loin. Donc on ne peut plus calculer exactement comme ça. Par contre, on a des choses qui vont se ressembler. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va devoir passer par une notion d'intégrale, puisque cette fois-ci on est sur une loi normale et qu'on veut avoir vraiment l'aire qui se situe entre la fonction et l'axe des abscisses. Donc on va normalement se baser sur une intégrale de la fonction de répartition f de x, qui, je le rappelle, en fait, pour l'instant ne dépend pas de x. C'est la hauteur qu'on a calculée, c'est le 1 sur b moins a. Ensuite, ça, on le multiplie par x. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme ici, en fait, on multiplie la valeur par sa probabilité. Et là, c'est exactement ce qu'on fait, on multiplie la valeur par sa probabilité. Donc f de x, c'est une fonction constante, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1 sur b moins a, et ne contient donc pas x. Donc, la fonction f de x, je peux la sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qui me reste dans mon intégrale? Eh bien, j'ai une intégrale entre a et b de x. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais devoir chercher une primitive de x. Et une primitive de x, en fait, je ne vais pas rentrer longtemps dans les détails de primitives, mais si vous vous souvenez bien, quand on dérivait par exemple 2x, eh bien, quand on le dérivait, on récupérait seulement la constante 2. Quand on dérivait, par exemple, 2x au carré, eh bien, on récupérait finalement 4x, c'est-à-dire que la puissance était multipliée par le coefficient et on diminuait de 1 la puissance. En fait, ce qu'on arrivait ici, à avoir ici, c'était x puissance 1. Et pareil, ici, ce qu'on arrivait en fait à avoir, c'était x puissance 0. En fait, le x perdait à chaque fois un rang. Ça se voit mieux en fait quand on fait 3x puissance 3. En fait, ce qu'on arrive à avoir, c'est, quand on dérive, c'est d'avoir 9 puis x puissance 2. Ok, donc maintenant j'ai besoin d'une primitive qui... J'ai besoin de la primitive de la valeur de x. Et bien, qu'est-ce qui me donne x quand je le dérive? Et bien, tout simplement, c'est x carré sur 2, puisque si je le dérive, vous avez bien compris, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2x puissance 1 sur 2, je peux simplifier par 2, et x puissance 1, c'est x, donc j'ai bien la valeur de x quand je dérive x au carré sur 2. Donc ça, c'est un peu juste des rappels sur les dérivés, je ne vais pas rentrer longtemps dans les détails sur les dérivés et les primitives.
Donc effectivement, je cherche la valeur de la primitive entre a et b de la fonction x carré sur 2. Ça me donne b carré moins a carré sur 2. Et en fait, en faisant ce petit calcul, donc là en fait on va se retrouver face à une identité remarquable, et on va pouvoir en fait faire en sorte que de simplifier b moins a par le b moins a qui est ici, et il reste a plus b de ce côté-là, divisé par 2. Et donc on a bien retrouvé notre fonction de répartition de notre espérance. On a bien a plus b, c'est-à-dire la borne inférieure de mon intervalle plus la borne supérieure de mon intervalle divisé par 2, et donc ça va me donner la valeur moyenne, le milieu de mon intervalle. Donc on a bien vérifié que l'espérance se calcule correctement. On va voir un petit peu comment fonctionne la variance. Donc la variance, elle exprime la dispersion des valeurs d'un échantillon. C'est exactement pareil que qu'on avait vu tout à l'heure, enfin quand on avait vu la loi binomiale. L'espérance vous dit à peu près où elle est fixée, quel est son centre, et la variance va exprimer en fait plus est-ce que les valeurs sont dispersées autour du centre, ou au contraire est-ce qu'ils sont plutôt rapprochés. Donc la dispersion d'un échantillon, je vais donner tout de suite la réponse de la variance, en fait c'est b moins a au carré sur 12. Et on va expliquer un petit peu comment est-ce qu'on le récupère. En fait la formule de variance, elle correspond, on peut la reprendre à partir de sa définition, elle provient de la simplification de l'expression suivante. Donc ça c'est e de x carré moins e de x le tout au carré. Donc e c'est l'espérance. Donc là aussi on se retrouve de nouveau confronté à une intégrale. Cette fois-ci on se retrouve à confronter avec l'intégrale de x carré. Donc c'est la formule de Koenig. C'est le développement simplement que la variance c'est simplement égal à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Donc c'est cette formule qu'on est en train d'appliquer. Donc là je me retrouve avec cette fois-ci avec mon x carré que multiplie x, f de x dx, moins le carré de l'espérance. Donc le carré de l'espérance, ça c'est un terme qui est très facile à trouver, puisque l'espérance on l'avait ici, donc c'est a plus b sur 2. Donc là il suffit de le mettre au carré, donc on est sur du a plus b au carré sur 4. On va s'intéresser à ce premier terme. Alors à ce premier terme, on sait que f de x est une constante, dans le cas de la loi uniforme, qui est 1 sur b moins a. Et donc on sait que si j'ai pas de x dans f de x, et bien tout simplement je peux sortir de l'intégrale, puisqu'en fait l'intégrale ne fait varier que la valeur de x. Si je n'ai pas de x dans un des termes, je peux le sortir de l'intégrale. Donc c'est ce que j'ai fait, le 1 sur b moins a, je l'ai sorti de l'intégrale. L'intégrale, eh bien tout simplement j'ai fait en sorte d'avoir retrouvé la primitive qui me donne x au carré. Donc tout simplement j'ai pris x au cube sur 3, ça vous le comprenez bien. Si jamais je fais la primitive de x au cube sur 3, on peut le reprendre ici, je pense que vous avez bien compris, x au cube sur 3 divisé par 3, et que que je cherche la dérivée, et bien tout simplement je vais trouver 3x puissance 2 sur 3, et cette expression, eh bien j'ai 3 au dénominateur, 3 au numérateur, je peux simplifier par 3 et je me retrouve avec x2. Donc en fait, x puissance 3 sur 3 est bien une primitive de x puissance 2. Donc ça je le fais entre a et b, et effectivement j'enlève le e de x au carré, le a plus b sur 2 au carré. J'ai calculé ma primitive qui me donne b au cube moins a au cube sur 3, moins toujours mon terme qui représente, le dernier terme qui représente l'exponentielle au carré. Alors je vais peut-être juste changer ma tête. De place. Pour que on puisse voir la fin de l'équation. Donc, quand je calcule ensuite, mon 1 moins b moins a, celui-là il reste. Là, j'ai développé mon b au cube moins a au cube pour montrer l'identité remarquable, en fait. J'ai isolé b moins a d'un côté, ce qui me permet de simplifier par b moins a que j'avais ici. Donc ces deux, en fait, se simplifient. Et j'ai toujours mon terme derrière, a plus b au carré sur 4, qui correspond finalement à mon espérance au carré. Je simplifie ici, tout simplement, puis je
j'ai distribué la puissance. Donc a plus b, ça donne a carré plus 2ab plus b carré, toujours sur 4. Et puis tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au même dénominateur. Donc pour arriver à un dénominateur de 12, il faut que le premier terme, je le multiplie par 4. Donc j'ai 4a carré moins le deuxième terme, il faut que je le multiplie par 3. Moins 3a carré, ce qui me donne a carré. J'ai 4ab moins 6ab, ça me donne moins 2ab. Et j'ai 4b au carré moins 3b au carré qui va me donner un seul b au carré. Et si je simplifie tout ça, puisque de toute façon j'ai de nouveau une identité remarquable ici, et bien en fait j'en arrive à la conclusion que b moins a au carré sur 12 est ma variance. Ça encore une fois je le fais avec une identité remarquable. Hop, je remets ma tête en bas. On va s'intéresser à l'écart type, qui finalement n'est pas très compliqué à calculer, puisque l'écart type c'est toujours la racine carrée de la variance. Donc maintenant on a calculé notre variance, on sait que notre variance c'est b moins a au carré sur 12, et bien tout simplement la racine de la variance ce sera la racine de ce terme-là. Et on va tomber sur b moins a, et racine de 12, je l'ai simplifié, racine de 12, 12 c'est 4 fois 3, 2 c'est racine de 4, et donc je peux sortir le 2 de la racine, et c'est donc b moins a sur 2 racine de 3. Donc on va terminer ce petit exemple et cette introduction à la loi uniforme en faisant le calcul de la variance et de l'écart type pour notre cas où la loi uniforme était définie sur l'intervalle de 5. Et on va juste remplacer en fait les différentes valeurs que l'on a trouvées par des valeurs numériques. Donc là pour notre variance, en fait, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement b moins a au carré sur 12, et bien tout simplement on va remplacer l'intervalle 5, 2, 5, en fait, b est égal à 5, a est égal à 2, j'ai simplement fait un remplacement, je me retrouve avec 5 moins 2 au carré, 5 moins 2 ça fait 3, 3 au carré ça fait 9, donc je suis 9 sur 12, ça me fait 3 quarts, ou en valeur numérique, 0,75. Ok. Là, l'écart type, je suis parti de la fonction de l'écart type, donc b moins a de racine de 3, on va voir que j'aurais pu aussi partir avec le racine carrée de la variance, puisque je l'ai déjà calculé ici. Mais je vais partir de la fonction de l'écart type pour voir si tout marche. Donc b moins a sur 2 racine de 3, ça fait de nouveau 5 moins 2, b est égal à 5, a est égal à 2, c'est l'intervalle qui est donné. Donc ça me fait 3 sur 2 racine de 3, ça me fait environ 0,866. Et en fait, on peut calculer que c'est exactement la même chose que si j'avais pris ma variance, donc mon 0,75, et que j'en avais fait la racine carrée. Vous voyez, j'arrive toujours sur 0,866, 0,25. Donc j'arrive sur la même valeur. Donc ça confirme en fait que notre fonction de la variance et notre fonction d'écart type qu'on vient de trouver, en fait, elle fonctionne correctement. Donc encore une fois, on en termine avec cette première loi continue qu'on vient de voir. Donc la loi uniforme, alors pourquoi je tenais à en parler? Parce qu'en fait, c'est une loi qui est finalement très facile à comprendre. Vous voyez qu'on n'a pas une fonction de répartition complexe, on a une fonction de répartition qui ne tient même pas compte finalement de la valeur de x. On a vraiment une constante, on l'a tracée, donc on a une ligne horizontale qui témoigne du fait qu'en fait elle ne tient même pas compte de x, et on s'aperçoit que ça nous simplifie largement les calculs. Alors la loi uniforme par rapport à la loi discrète, c'est quelque chose d'intéressant à voir aussi, c'est que cette fois-ci, ça nous ouvre encore des possibilités supplémentaires. Avant, on était limité simplement sur des valeurs. On jetait un dé de 6, on n'avait que 6 valeurs possibles, et il ne fallait pas sortir de ces 6 valeurs. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'avoir toutes les valeurs qui sont comprises dans tous les intervalles que l'on peut avoir. Et donc, on a une infinité de possibilités. Et on va voir que cette infinité de possibilités va nous servir énormément, puisqu'on va pouvoir ramener des lois discrètes, comme la loi binomiale, par exemple, sur des lois continues, comme par exemple la loi normale, et ça va nous permettre de solutionner des problèmes encore plus importants. Donc je voulais, dans cette première vidéo, vraiment bien expliquer qu'est-ce qu'une loi continue, comment elle se définit, comment est-ce qu'il faut la comprendre, et j'espère avoir atteint mon but au travers de cette vidéo. Donc je vous donne maintenant rendez-vous à très vite pour voir une autre loi à valeur continue, la loi normale, dont on entend souvent parler. On va essayer de la définir et voir quelles en sont les propriétés. À bientôt!